Autre élément, c'est le vice-président, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Mbata, qui a déclaré que si aujourd'hui Félix Tshisekedi reste bloqué dans beaucoup de choses, c'est à cause de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. L'agression rwandaise ne permet pas au chef de l'État de bien réaliser sa vision en République démocratique du Congo. Voilà les deux sujets d'actualité que nous allons commenter. Avant de parler de l'URCO, l'URCO c'est quoi? C'est un parti politique, Union pour la réussite du Congo. J'ai l'honneur de recevoir au cadre de ces partis, il est porte-parole adjoint. Il s'agit bien de Joe Ilonga. Avec lui, nous allons essayer de parler de deux sujets d'actualité et puis parler de son parti politique. Joe, bienvenue. Merci, monsieur Fils. Merci pour cette invitation. C'est un réel plaisir c'est un de honneur. vous avoir sur ce plateau. Directement, nous allons commencer. Aujourd'hui, l'Est de la République démocratique du Congo, la situation n'est pas toujours calme. Il y a toujours des affrontements entre les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, connus de tout le monde, même la communauté internationale. Les rapports des experts des Nations Unies aussi a démontré noir sur blanc par rapport à ce qui se passe dans l'Est. Mais une inquiétude un peu du côté de la CENI. Le président Denis Kadima dit, cette fois-ci, on ne peut pas aller aux élections sans la province du Nord Kivu, y compris l'Ituri. Vous, au sein des URCO, comment vous réagissez par rapport à cette position du président de la CENI? Déjà, au départ, quand on définit ce qu'on veut en ce qui concerne les élections, nous disons toujours, c'est devenu à peu près un slogan, que nous voulons des élections libres, transparentes et inclusives. Inclusives, indépendantes et aussi. indépendantes en même temps. C'est carrément un slogan qui est utilisé. Mais à entendre le propos du président de la CENI, ça résume en fait ce que nous voulons en ce qui concerne l'organisation des élections. Il est en train tout simplement d'anticiper un problème à venir. Nous sommes habitués, après chaque cycle électoral, de se retrouver face à un problème. Soit un problème de transparence, soit un problème d'équité, soit un problème d'inclusivité. C'est un problème qui est devenu récurrent dans notre pays. Et nous, au sein de notre parti politique, en même temps, on se pose la question sur savoir qu'est-ce que nous voulons et nous le voulons comment. Il ne suffit pas de dire que nous voulons manger, mais il faudrait réfléchir plus sur la qualité des aliments que nous allons manger. Nous, à l'URCO, nous sommes très démocratiques. Nous sommes très démocratiques. S'il faudrait même partir des simples analyses et de voir le fait sur terrain, une partie du corps, si on doit redéfinir la République démocratique du Congo comme étant un corps, une partie du corps est malade. La partie est de notre pays est malade, dérangée, menacée par le mouvement terroriste du M23, soutenu par le Rwandais, le régime du Paul Kagame. Aujourd'hui, on se dit, comment nous sentirions-nous en tant que Congolais vivant dans la partie ouest de notre pays pendant que nos frères de l'Est sont en train de mourir? Il y a aussi un autre problème, monsieur Fils, c'est un problème organisationnel. C'est-à-dire, là où ça tire, il ne peut pas y avoir de la quiétude en ce qui concerne l'organisation des élections. C'est-à-dire, cette carte d'électeur que possèdent plusieurs Congolais aujourd'hui, c'est un vrai pouvoir. C'est un vrai pouvoir entre leurs mains, d'où la question de la responsabilité en termes de la protection également de la vie humaine. Parce que ces agents de la CENI qui vont travailler dans ces milieux, entre guillemets, très hostiles, ces agents-là, leur vie seront en danger. C'est un danger permanent. D'où la question qu'il faudrait se poser dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos différentes communautés, c'est de définir la priorité. La priorité doit être d'abord l'organisation d'une élection qui va nous ramener à des problèmes éventuels. Comme l'autre fois. Comme la dernière fois, comme l'avant-dernière fois, oui. Où nous voulons d'abord résoudre ce problème de paix et aller aux élections qui ne va souffrir d'aucune contestation. Mais certains pensent déjà que c'est une fuite en avance de M. Kadima parce qu'il sait déjà que le glissement est possible. Non. Certains politiques pensent à ça, surtout ceux de l'opposition. C'est un débat. Ils pensent déjà que Kadima cherche à glisser. C'est un débat qui ne mérite aucune attention. Ça, vraiment, j'aimerais le dire comme ça, ça ne mérite aucune attention. Ça, c'est également une fuite en avance des personnes qui ne préparent pas leur QG
pour affronter les élections, qui ne se préparent pas eux-mêmes, des gens qui ne se préparent pas. Attendez, monsieur Fils, cette guerre, nous l'avons héritée, ça il faudrait le dire. C'est pas Félix Tshisekedi qui a inventé la guerre dans la partie est de notre pays. D'ailleurs, depuis la prise de pouvoir, il a dit, devant témoins, les images peuvent en témoigner, qu'il est prêt à verser même sa dernière goutte de sang pour pacifier toute l'étendue de notre pays. C'est-à-dire, pendant que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de parler exclusivement que de la guerre dans la partie est de notre pays, Akwamut ça tire. Akwamut est en train de tirer. Peut-être qu'on est en train de le prendre avec beaucoup de négligence, mais ça fait partie des problèmes que nous sommes en train de vivre. Joe Ilongo, excuse-moi Ilonga, l'État doit s'assumer aussi. Hein? Quand vous avez le pouvoir, vous devez savoir aussi projeter. La vie politique, la gestion de la chose publique ne se fait pas comme avec une baguette magique. C'est-à-dire, vous vous réveillez un matin, je veux une veste, vous en avez. Voilà, je veux 5000 bateaux de pêche, vous en avez. Non, tout est une question de processus. Et d'organisation aussi. Hein? Et d'organisation. Nous sommes partis de quelque part. Quand Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, la République démocratique du Congo avait une certaine restriction en ce qui concerne l'achat des armes. Ça, tout le monde en est conscient. C'est-à-dire, c'était aussi un vrai problème que plusieurs personnes n'évoquent pas, qu'a hérité le président Félix Tshisekedi actuellement. Voyez-vous? C'est-à-dire, ce n'est pas une fuite en avance, mais c'est mettre les responsables congolais face à leur réalité. La guerre dans la partie est de notre pays, nous le disons, nous ne cessons de le dire, que c'est soutenu par le Rwanda. Mais c'est alimenté aussi par certains de nos compatriotes qui vivent à Kinshasa avec nous, avec qui nous vivons dans le même bistrot, nous mangeons dans les mêmes restaurants, nous empruntons parfois le même taxi. Voyez-vous? Le grand problème, c'est la mauvaise foi également de certains de nos politiciens, de certains de nos hommes d'affaires qui ont des intérêts particuliers égoïstes par rapport même à cette partie de merci, nous pays. allons évoluer toujours par rapport à ça. Maintenant, si réellement il arrivait que la CENI déclare qu'il n'y aura pas élection à la date prévue parce que la guerre continue dans l'est de la RDC, est-ce, vous ne voyez pas qu'il serait maintenant important que les acteurs concernés dans le processus de se retrouver autour d'une table? Bien sûr, nous sommes africains, monsieur Fils, nous sommes des Africains. En Afrique, nous avons notre manière à nous de régler les problèmes. L'arbre à palabre. Qui diffère de la manière occidentale, qui diffère de la manière des Blancs. Nous, en Afrique, en général, en République démocratique du Congo, en particulier État Bantou, on nous a appris à régler les problèmes sous un arbre. Quand on parle de l'arbre, c'est synonyme de la tranquillité, c'est synonyme de la paix. D'ailleurs, moi, ça ne m'étonnerait pas de revoir Félix Tshisekedi autour d'une table avec plusieurs de ses compatriotes. Il l'a plusieurs fois fait de manière officielle, il l'a plusieurs fois fait de manière officieuse et sa porte a toujours été ouverte. Un dialogue est permanent. Le dialogue a toujours été permanent en République démocratique du Congo. Nous vivons la vraie démocratie dans ce pays. Moi, j'ai toujours mis des personnes face à leurs responsabilités, surtout la classe politique de notre pays. Mais l'opposition, vous disiez ça dès le départ. Nous devons nous retrouver sur une table et discuter même sur les calendriers, sur la composition de la CENI. Quel est celui qui a ramené une idée, un vrai projet concernant la République démocratique du Congo, autour d'une table, faire des propositions concrètes au président de la République et celui-là a refusé de le recevoir? Il est où? Parmi ces grands opposants, nous avons perdu en quelque sorte ce côté patriotique. La guerre de la partie est de notre pays, nous sommes en train d'en parler. Moi, je l'ai dit toujours, même au sein de notre parti, nous le disons. Parfois, dans nos communautés, on en parle avec beaucoup de légèreté. Le M23 aussi exige, donc demande aussi un dialogue avec le pouvoir en place. Nous en parlons avec beaucoup de légèreté. Pourquoi? Parce que c'est une affaire d'État. On a vu les années antérieures en France, qui est venu récemment tenter de nous faire des leçons de morale ici. Heureusement que nous saluons également au sein de notre parti politique le président Macron qui a représenté la France. Heureusement que nous avons un président de la République qui est non seulement éveillé, mais qui est sorti d'un génie incroyablement incroyable. C'est quelqu'un qui est venu, qui a démontré devant la face du monde un discours qui est allé au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. En France, quand il a s'agi du problème Charlie Hebdo, nous avons vu la gauche et la droite
marcher devant les Champs-Élysées pour parler de la France. Mais l'opposition a marché aussi il n'y a pas longtemps. Non mais combien ici pour dénoncer ce qui se passe dans l'Est, dénoncer la guerre. Combien de fois, les comportements du Rwanda, Paul Kagame, l'Union sacrée a demandé à ce que... Elle a pris conscience, l'opposition, peut-être. Peut-être c'est une prise de conscience. Bon, mieux vaut tard que jamais, mais voyons dans la manière de faire. Peut-être étudions aussi ce que l'on veut réellement. Combien de fois l'Union sacrée a demandé à ce que l'on puisse Joy Ilonga, nous allons avancer. Je comprends ce que vous voulez. De notre pays. Donc, vous êtes totalement d'accord avec Denis Kadima dans ce qu'il pense. Si la guerre, les hostilités continuent, donc il sera obligé de mettre un peu la pause pour voir organiser comment... les élections. On va tuer élections. Nos frères qui Mais vous travaillent ne pensez pas aussi que c'est aussi l'affaire de politique? Ce n'est pas la décision finale qui viendra de lui, Nanga. C'est aussi une décision politique aussi. Voilà pourquoi la CENI étant un organe indépendant qui fonctionne de manière autonome, la CENI devra faire un rapport, c'est-à-dire à l'exécutif national qui a mis le moyen pour l'organisation de ces élections pour faire voir les différentes contraintes. Exact. Voyez-vous, faisons face à ces contraintes, la CENI va étudier avec tous les experts. Alors, étant tous congolais, la question des élections en République démocratique du Congo ne doit pas qu'être une affaire de l'opposition ou de la majorité au pouvoir. C'est une question qui doit nous intéresser de plus près. Revenons un peu dans la vraie réalité. Un Congolais qui est en train de vivre sous les crépitements de balles, vous pensez que vous aurez le temps de lui demander d'aller s'enrôler? Vous pensez vraiment qu'il aura le temps d'aller faire la queue pour attendre voter les députés nationaux, les députés provinciaux et les présidents de la République? Vous pensez vraiment que ce monsieur-là va prioriser la fuite ou il va prioriser aller s'enrôler? Il faudrait se mettre aussi parfois face à toutes ces contraintes. C'est-à-dire les Congolais doivent en parler dans la cité, dans nos écoles, dans nos universités, dans nos communautés, voire même dans nos familles. Nous devons en parler, essayer de discuter sur les différentes contraintes qu'il y a et chacun essayer de voir qu'est-ce qui serait mieux à proposer pour des élections inclusives surtout. Pour des élections inclusives. Il y a un opposant qui m'a appelé au téléphone. Il m'a dit, M. Kazadi, si le 23 janvier 2023, on n'a pas les élections, toutes les institutions tombent et puis on va aller dans une petite transition. Quel est votre point de vue? Est-ce que cet opposant a consulté la constitution de notre pays? Ou vous lui renvoyez à la Constitution? Je lui renvoie à la Constitution parce que il y a des débats que nous essayons d'engager parfois sur différents plateaux télé ou à la rue sans pour autant consulter le texte. Exact. Cette question-là a déjà été répondue dans la Constitution de notre pays. C'est-à-dire, je lui recommanderais, au cas où le monsieur n'a pas suffisamment de moyens pour se procurer la Constitution de notre pays, nous, au sein de l'URCO, nous allons mettre la Constitution à sa disposition, qui sont lui permettre de pouvoir mieux s'outiller. Merci beaucoup, Joe. Nous allons prendre notre deuxième sujet. Les efforts du président sont sabotés par l'agression rwandaise. Déclaration du premier président, du vice-premier président de l'Assemblée nationale, Mbata, qui pense que si Félix n'arrivait pas ou bien n'arrive pas à appliquer réellement sa vision, parce que Paul Kagame et ses amis dans l'est du pays continuent à massacrer les peuples congolais. Comment vous réagissez à ça? Est-ce c'est vrai, c'est que le professeur Mbata dit? Déjà, vous devez savoir que l'objectif prioritaire de M. Paul Kagame et son régime, c'est de pouvoir mettre à mal le pouvoir de Kinshasa. Ça, il faudrait le savoir. Parce que quand on s'attaque à un Congolais de Beni, de Ituri, de Bunia, c'est comme si, ce n'est pas comme si, mais on s'attaquait directement à Félix Tshisekedi. C'est-à-dire parce que c'est son compatriote. Il est Congolais comme lui de sang. Voyez-vous? Donc, on s'attaque directement à M. Félix Tshisekedi. Si aujourd'hui, certaines choses dans la partie Est, économiquement parlant, dans la partie Est de notre pays, les choses ne tournent pas à cause de cette guerre. Nos mamans n'arrivent pas à faire des commerces convenablement. Il y a ces messieurs qui partaient au champ paisiblement qui n'arrivent pas à le faire. Posons-nous la question sur comment ils sont en train de vivre. Aujourd'hui, plutôt que de penser gratuité de l'enseignement qui est une réussite totale, nous sommes en train de penser guerre dans la partie Est de notre pays. Peut-être si on en parle de cette manière-là, les gens vont nous dire... Voilà, c'est des arguments parce que vous êtes dans la majorité présidentielle, parce que vous êtes au pouvoir, raison pour laquelle vous êtes en train d'en parler. Mais je vais vous donner un simple exemple pour vous démontrer l'ampleur que cela représente. Aujourd'hui, il y a une guerre en Ukraine. L'Ukraine fait partie des greniers dans le monde en ce qui concerne les céréales.
est-ce que les céréales arrivent encore paisiblement en Afrique? Ce n'est pas parce que le président Zelensky ne le veut pas, mais c'est parce que les cultivateurs, ces éleveurs qui sont du côté de l'Ukraine, n'arrivent pas à produire des céréales pour pouvoir alimenter, que ce soit le pays ou l'extérieur. Ces éleveurs qui n'arrivent pas à produire peut-être du lait pour pouvoir livrer un peu partout. C'est de la même façon que ça se passait. Ça crée une crise. Ça crée une crise. Une guerre, ce n'est pas un moment de fête. Une guerre, ce n'est pas un moment de réjouissance. C'est-à-dire, c'est une situation inédite qui, parfois, occasionne beaucoup de choses. Nous sommes confiants que, regarde ce qu'a déjà accompli le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo face à tous les défis qu'il a rencontrés, parce que depuis sa prise de pouvoir, il n'a été contraint qu'à travailler dans des situations exceptionnelles, des situations insolites. Il n'y a pas une possibilité pour contourner ces situations. Ces possibilités-là, si on n'avait pas, aujourd'hui nous n'en serions pas là. Le Congo serait un véritable Capernaum, s'il faut le dire comme ça. Il a travaillé dans des conditions incroyables. Il y a eu la Covid qui est arrivée, qui a mis à terre, qui a mis à genoux l'économie mondiale. Certains pays, certaines grandes puissances aujourd'hui dans le monde n'ont pas encore réussi à décoller à cause de la Covid. Félix Tshisekedi a su faire face à cette réalité. Que doit faire Félix Tshisekedi, président de la République, pour contourner cette situation dans l'Est de la RDC, enfin d'essayer quand même de s'en sortir petit à petit? Que doit faire Félix Tshisekedi? Si nous n'étions pas en train de nous en sortir petit à petit, vous et moi, nous ne serions pas là. Nous serions déjà dans le chaos. Parce que quand la main souffre, c'est tout le corps qui souffre. Le côté patriotique agit. C'est-à-dire, si aujourd'hui on est en train d'en parler, c'est parce que nous sommes en train tous de réfléchir. Nous sommes en train tous de voir. Il y a même au sein de notre exécutif... Le mandat est presque à la fin. Hein? Je ne parle pas mandat. Je n'aimerais pas qu'on parle mandat, mais j'aimerais qu'on parle nation. J'aimerais qu'on parle pays, j'aimerais qu'on parle patrie. Aujourd'hui, le Congo est infiltré de l'intérieur. Ça, c'est une réalité que plusieurs personnes semblent ignorer. Vous allez convenir avec moi que devant le box de la justice, nous avons même des élus du peuple qui ont été démasqués. Il y a l'un qui est déjà... qui soutient... dans un procès. Qui soutient depuis des années le régime de Kagame, qui soutient la guerre dans la partie est de notre pays, parce que c'est une guerre de sang pour pouvoir profiter de nos richesses dans la partie est. Félix Tshisekedi, qui a tendu la main à tous ses frères, les pays voisins justement, il a tendu la main, il les a dit, venez. Vous voulez le minerai? D'accord. Parce que notre problème, c'est comme on dit, notre minerai, nos péchés. C'est-à-dire notre péché, c'est la richesse naturelle que le bon Dieu... Il y a un penseur qui a dit... Il n'existait pas le pitié en politique. C'est comme si Félix, il est aussi très large. Non. Quand Félix Tshisekedi avait tendu la main au président Kagame, beaucoup le avaient traité même de pantin. Plusieurs avaient dit, voilà, ça ne ressemble à rien, ça ce n'est pas un chef d'État. Mais ils n'avaient pas compris ce qu'était la haute politique. Devant la face du monde aujourd'hui, nous nous sommes convenus ensemble, même devant la communauté internationale, que c'est M. Kagame qui est en train d'alimenter la guerre dans la partie est de notre pays. Ils savent que c'est Kagame qui est c'est justement de la mauvaise foi. Mais pourquoi les sanctions traînent, Joe? Les sanctions traînent parce que ces multinationaux, ces grandes entreprises mondiales bénéficient de la mafia qui se passe à cause de la guerre dans la partie de notre pays. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas tirer sur leurs propres jambes. Alors nous devons compter sur nous-mêmes. Nous devons travailler à l'interne. Nous le disons. Le président Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit. Et il l'aurait dit et il continuera à le dire. Nous, le problème de Congolais, c'est nous-mêmes. Cette prise de conscience, d'où la question de développer un côté patriotique. Ces Congolais qui ont dénoncé certains acteurs politiques, certains qui sont dans l'exécutif national, certains qui sont dans la police, certains qui sont dans l'armée. Plusieurs sont démasqués aujourd'hui pour démontrer justement que le problème de Congolais sera réglé en République démocratique du Congo. Par les Congolais et nous allons commencer par piquer, en tout cas, poser les bases, essayer de démasquer ce problème. Question de couper l'herbe par la racine. Question de couper l'herbe par la racine. Joe Ilonga, il a très bien dit. Nous allons maintenant, cette fois-ci, parler de son parti politique, URCO. Mais avant, bien cela, nous allons prendre une vidéo. La tournée de son président du parti à... Comment on appelle ça encore? Le Sankourou. À Sankourou, où il était allé
sensibiliser quand même sa base et puis parler du président Félix Tshisekedi. On suit et on se retrouve dans quelques minutes. L'élection 2023, Fatibé! Fatibé! Prépare drapeau, prépare! Il connaît pas meilleur! Voilà, Joe Ilonga. Monsieur Kazadi. Simon Ikamba. Surnommé les petits bétons. Les petits bétons. Ouais. Il prêche Fachi. Il prêche Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce qu'il veut à Sankuru? Il y a aussi des poids lourds à Sankuru. Oui, il y a des poids lourds, mais les choses n'ont pas suffisamment évolué dans cette partie de la République démocratique du Congo. Ça fait très mal de voir autant d'intelligence sortir d'une province, mais ne pas être capable d'apporter le vrai développement. Le Sankuru de Patrice Emery Lumumba, le Sankuru de Simon Ikamba, le Sankuru du maître Patrick Yemola, le Sankuru de Pancras Siwaye. Ça choque de voir une grande province comme la province du Sankuru manquer 10 km de routes asphaltées. Les infrastructures posent problème. Les infrastructures, là, il ne faudrait même pas en parler. Que ça soit sanitaire, que ça soit universitaire, sur tous les plans, c'est une province qui vit le chaos au quotidien. Alors, qu'est-ce que veut Simon Ikamba dans le Sankuru? Simon Ikamba est d'abord allé pour sensibiliser la population sur l'importance des élections, l'importance de pouvoir voter, l'importance de s'enrôler, faire comprendre à cette population la valeur que vous détenez en ayant votre propre carte d'identité que nous utilisons aujourd'hui, l'importance d'avoir sa carte d'électeur. Ça représente un pouvoir. Ça, c'était sa première mission. La deuxième mission de Simon Ikamba dans le Sankuru, c'était celle de pouvoir rappeler aux habitants, aux Sankurois et aux Sankuroises, les réalisations du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sa volonté politique, celle de pouvoir rendre encore un peu plus grand ce Congo longtemps courbé, ce Congo longtemps fléchi, ce Congo longtemps martyrisé et agressé. Et la troisième mission, c'était celle de pouvoir rappeler aux habitants de Sankuru l'importance de pouvoir faire confiance à Simon Ikamba, qui est aujourd'hui un jeune qui n'a que le renouvellement de la classe politique. C'est ça ce que vous voulez. Exactement. Il a voulu faire comprendre à cette population l'importance de croire en cette jeunesse, ce nouveau vent. Si on le dira, disant lingala, on dira mon pépé Asika. C'est ce nouveau type de leadership qu'il incarne. Vous devez savoir que beaucoup ont commencé par là, disant toujours mon pépé Asika, tout même Makambu Asika. Mais après Sankuru, là, nous avons connu de grands messieurs qui sont passés
au sein du gouvernement. Mais ils ont fait quoi? Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, Lio Simon est venu, jeune. Vous tous, vous voulez le renouvellement de la classe politique. Mais nous devons sentir aussi ces changements dans tout ce que vous faites. Je veux vous illustrer ce changement, la manière dont M. Simon Ikamba est en train de le voir. Plusieurs personnes, quand il est descendu dans le Sankourou, plusieurs personnes pensaient qu'il serait candidat aux élections. Candidat à quel niveau? Président? À la députation provinciale. Que ça soit national. Tout le monde le disait. Non, avoir toutes les actions qu'il est en train de mener dans le Sankourou depuis des années, il est aussi descendu de l'autre côté. Naturellement, il le fait pour des besoins électoraux. Tout le monde le disait. Que ce soit ici à Kinshasa, que ce soit dans le Sankourou. Mais je vais vous faire un scoop. Je vais vous faire une révélation. Simon Ikamba ne sera pas candidat à la députation dans la partie sankouroise de notre pays. Pourquoi? Il ne le sera pas. Mais la foule là, la foule là va se fâcher contre lui. La foule va voter URCO. C'est-à-dire, la politique que fait Simon Ikamba, c'est la politique des idées. C'est un génie, ce monsieur-là. Pendant que tout le monde se disait, il a réfectionné des villages entiers. Il a vêtu des villages entiers. C'est un monsieur qui est dans les affaires depuis des dizaines d'années. C'est un monsieur qui a une expérience avérée dans la gestion. Un entrepreneur. Un entrepreneur hors pair. C'est-à-dire, il veut nous démontrer aujourd'hui qu'on peut faire de la politique autrement. Il veut le parti avant sa propre personne. Il est allé implanter, encore une fois, le parti qui existe de manière très stable. Il est allé rappeler l'importance de pouvoir adhérer dans l'URCO. Il a demandé, votez mes frères. Il a demandé aux habitants du Sankourou de soutenir ses frères. C'est un monsieur qui n'a pas des ambitions égoïstes. Il ne le sera pas. Il sera candidat ici à Kinshasa. Il sera candidat ici dans la Tchangou. Il sera candidat ici. Nous allons chiter. On peut faire de la politique, monsieur Fils. On peut faire de la politique sans pour autant profiter de cette population. Et monsieur Simon Ikamba a prêché l'unité dans la province du Sankourou. Parce que ça fait partie des mots que le Sankourou a beaucoup souffert. Que ce soit les tétés là de la forêt. Vous pensez que ceux qui sont passés avant Simon, ils n'ont rien fait, hein? Le discours est complet. On ne peut pas citer les noms, mais ils étaient là à tout moment. Je veux vous relater un tout petit peu. En une minute, parce qu'on a fini. Le voyage de M. Simon Ikamba. Il a immobilisé tout un appareil, tout un avion. Un jet privé lui a attendu. Ça, c'était du jamais fait dans le Sankourou. Ne me dis pas qu'il est millionnaire quand même. C'est déjà fait, c'est jamais fait dans le Sankourou. Les gens sont venus à 7 h du matin pour l'attendre. L'avion a atterri à 12 h. Les différentes personnes que vous avez vues en image... Demande-lui de construire des écoles, des hôpitaux. Nous en avons dans le Sankourou. Nous en avons dans le Sankourou. Nous sommes parmi les rares partis politiques qui disposent des parcelles. J'ai dit bien des parcelles dans la province du Sankourou. Aujourd'hui, certaines personnes disent que voilà, il le dit pour amadouer le chef de l'État. Il est fait pour amadouer le chef de l'État. Où serait le mal si Simon Ikamba démontrait au chef de l'État qu'on peut le soutenir sans être dans le pouvoir? Où est le mal? Il n'y a aucun mal, c'est un Congolais comme tous les autres. Nous allons chiter une minute. Joe Ilonga, porte-parole adjoint du parti Union pour la réussite. Union pour la réussite, URCO. URCO. Est-ce que vous êtes d'accord pour le remaniement, que tout le monde en parle? Question directe. Hein? Si le chef de l'État pense qu'il faut donner du tonus, appuyer l'immense travail que le gouvernement Sama Lukonde est déjà en train de faire, essayer d'apporter du sang neuf, où serait le problème? Et mourant, c'est lui qui pense que apporter du sang neuf ou se remettre en question en vue d'améliorer les futurs est une mauvaise idée. C'est celui-là qui est appelé à mourir. Mais par contre, c'est lui qui se remet constamment en question par rapport à ce qui est fait, en voyant ce qui doit être fait ou ce qui devait être fait, c'est celui-là qui va de l'avant. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin. Mon invité, c'était Joe Ilonga. Il est porte-parole adjoint de URCO, parti cher à Simon Ikamba. Que nous saluons d'ailleurs. Merci beaucoup. C'est la fin de votre magazine. Mesdames, messieurs, d'ici là, portez-vous bien. La chaise là, elle est là pour vous les spéciales, pour vous qui aimez bien parler Congo. On se retrouve à la prochaine. Au revoir. Merci, Joe.